Bon, ça y est, on va pouvoir y aller. Donc on va passer donc, sur l'autre versant des cancers médulaires. Donc, pour dire tout d'abord, donc, le pronostic des cancers médulaires est essentiellement lié au stade de la maladie. Vous le voyez, il y en a quand même près d'un tiers qui sont déjà métastatiques ganglionnaires au moment du diagnostic. Et les formes métastatiques, mais ne serait-ce qu'en initial, représentent quand même plus de la moitié des cancers médulaires thyroïdiens au moment du diagnostic. Les métastases existantes sont un facteur pronostic majeur puisque, en présence de métastases, la survie globale diminue, elle est à peu près de 40% à 10 ans, avec des survies médianes, vous le voyez, assez basses. Et surtout, le pronostic des patients qui justifient des traitements systémiques, donc qui sont évolutifs, peut diminuer de manière drastique, comme vous le voyez sur cette ancienne série. C'était avec de la chimiothérapie et on a un peu évolué. J'ai mis cette diapo-là qui est issue donc, de l'enquête qui a été faite préalablement. Devant ce cas clinique, je vais y revenir après, et j'espère qu'à la fin justement, de mon topo, le message, je l'aurai bien fait passer, c'est qu'on voit que 74% devant ce cas clinique, un patient en bon état général qui a des métastases, chez lequel on fait un diagnostic de cancer médulaire, opéré, qui n'est pas guéri, et chez lequel le bilan d'extension montre des métastases osseuses et pulmonaires, eh bien 74% jugent qu'il faudra lui prescrire une thérapie ciblée. Et donc là, la réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, il faut quand même savoir qu'il y a deux cas de figure. Le premier, c'est le carcinome médulaire non progressif et le progressif. Et là, ça devient essentiel, puisque sinon, ça va nous amener à manier des drogues toxiques et qui n'ont pas de raison d'être prescrites à ce moment-là. Donc, le cancer médulaire métastatique, qui n'évolue pas, et donc il va falloir faire en sorte d'apprécier cette pente évolutive de la maladie, donc de faire un bilan d'extension initiale et de répéter ce bilan d'extension et de surveiller toute la cytonine, ne justifie pas de prise en charge ni par thérapie ciblée ni par chimiothérapie. Donc c'est une abstention thérapeutique avec surveillance de la pente évolutive. Et il faut savoir que la majorité de ces cancers médulaires métastatiques vont rester des années sans évolutivité. Donc avec une vie normale. Et ils vont venir une fois par an, vous dire bonjour et c'est tout. À un moment donné, bien sûr, ça évoluera. Mais ils passent quelquefois des dizaines d'années sans rien. Et même pire, on a même des patients non biologiquement guéris pour lesquels le bilan d'extension drastique reste négatif, et ce pendant des années. Et ce n'est pas parce que la calcitonine est élevée et qu'elle monte qu'il va falloir leur proposer un traitement à ces gens-là. Alors ça, c'est un peu difficile, c'est de l'éducation, parce que ça, ce n'est pas de la cancérologie classique. Par contre, lorsque le cancer médulaire va être progressif, là, il va justifier tous les moyens que l'on a à notre disposition de cancérologie, et pas seulement des thérapies ciblées. Alors ça va être des traitements locaux régionaux, un cancer médulaire métastatique au niveau hépatique évolutif significatif peut tout à fait bénéficier d'une chimiomobilisation avec un très bon résultat sur un contrôle hépatique. Il peut bénéficier de traitements locaux régionaux sur des métastases osseuses douloureuses symptomatiques, ou bien qui menacent le pronostic fonctionnel, notamment rachidienne. Il va pouvoir bénéficier de radiothérapie, métastases osseuses douloureuses, ou bien radiothérapie cervicale pour un contrôle local, si effectivement on a un nodule évolutif qui risque d'être compressif, mais encore on peut retourner à la chirurgie aussi. Et enfin, certains vont pouvoir bénéficier de chimiothérapie aussi, et il est faux de penser que la chimiothérapie dans le cancer médulaire, elle est has-been et elle ne marche pas. Bien sûr qu'elle n'est pas hyper efficace, on a peu de réponses, moins de 20% de réponses partielles, elles sont souvent transitoires, mais elle a des indications, notamment en cas de forte masse tumorale, lorsqu'on a besoin d'un effet antitumoral, et ce n'est pas les thérapies ciblées qui vont le permettre, cet effet antitumoral, et pour des patients qui sont en évolution très rapide. Et enfin, elle garde une indication surtout en deuxième, voire troisième ou quatrième ligne, lorsque les thérapies ciblées ne marchent pas ou ne marchent plus, et en état d'échappement thérapeutique, on est encore amené à prescrire la thérapie. Pas de bénéfice sur la survie pour les chimiothérapies, mais pas de bénéfice sur la survie pour les thérapies ciblées non plus. Alors, il y a un rationnel à ce traitement par thérapie ciblée. Le rationnel, il repose déjà sur ce qu'on a vu tout à l'heure en génétique. Tout d'abord, l'hypervascularisation de ces tumeurs, et ce rationnel-là est vrai pour toutes les tumeurs neuroendocrines. Les mutations somatiques, on a vu les mutations de RET, vous voyez, qui sont présentes dans 30 à 50% des cancers médulaires sporadiques, non héréditaires. Dans ce cas-là, la majorité de ces mutations sont au codon 918, 80% des cas. Et dans ces cancers médulaires RET somatiques négatifs, on en a 68% qui ont des mutations RAS, sur lesquelles pour l'instant on ne sait pas quoi en faire. Les voies de signalisation justifient la prescription de thérapie ciblée. Pourquoi ? Vous avez vu RET, on en a parlé, avec les voies de signalisation qui sont conséquences.
Mais on a également toutes les autres voies de signalisation et également les voies d'angiogénèse avec les récepteurs du VEGF. Alors vous le voyez, sur un panel d'une centaine de 102 tumeurs ont été testés ces différents marqueurs, et vous voyez par exemple, on a certains, l'expression de VEGFR2 qui surtout dans des métastatiques, 57%, on a CMET qui a été retrouvé surtout sur des cancers multifocaux, donc toutes des voies de signalisation qui effectivement sur lesquelles on va pouvoir jouer grâce à ces thérapies ciblées. Alors là, c'est la même chose pour regarder toutes les molécules qui marchent, alors pas forcément que dans le cancer médulaire, par rapport aux voies de signalisation, et on va retrouver certaines d'entre elles qui ont été évaluées dans des essais de phase 2 et 3. Juste ici pour marquer les principales molécules, alors regardez surtout vers le bas du tableau, parce qu'en fait c'est à partir du vendétanib qu'on va commencer on va commencer à parler des choses sérieuses. Les autres molécules qui ont été testées précédemment n'ont pas vraiment un apport intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces molécules? Vous voyez qu'elles sont, la plupart d'entre elles agissent sur le gène RET, d'autres sur KIT, voilà, comme les deux dernières. Et qu'est-ce qu'il faut regarder en regard? Il faut regarder qu'en fin de compte, il n'y a que 3 études réellement contributives en termes d'effectifs de patients. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, vous avez quoi? Vous avez le vendétanib, on va y revenir, le carbozantinib et le lenvatinib, vous le voyez, sur des effectifs corrects. Et là, ce sont les taux de réponse. Il y en a des taux de réponse de l'ordre de 20 à 45%. Une autre façon de voir les choses, mais ça, c'est pour attirer votre attention sur la lecture de ces essais cliniques. Donc on a l'impression qu'on a les thérapies ciblées, c'est merveilleux, tout marche, c'est fabuleux. Il faut bien regarder aussi le nombre les cas. Donc ici vous avez pour le médulaire, alors je vais essayer de me mettre dessus. Donc vous avez le vendétanib, donc là effectivement on a quand même bien l'impression que c'est une molécule qui marche bien, elle est là. Bon, l'effectif de patient est concordant. On a également le carbozantinib qui a été testé. Alors je vois pas très bien là. Voilà, le sunitinib. Alors regardez le sunitinib, on a l'impression que ça marche mieux que le vendétanib, mais regardez l'effectif, ça ne veut rien dire. Donc il faut être aussi vigilant sur la lecture de ces essais cliniques et de ces résultats. Alors on va parler de 2 principales molécules, les 2 principales thérapies ciblées à notre disposition dans le cancer médulaire. La première, c'est le vendétanib. Voilà. Alors c'est une étude, bon, je ne parle pas des phases 2, je parle directement sur les études de phase 3. Vous le voyez, c'est 331 patients, donc un effectif concordant. Le rapport 2 sur 1, placebo et versus 2 qui est passé sur traitement. Alors ce qui est intéressant, c'est toujours, comme dans tous ces essais cliniques, des carcinomes médulaires thyroïdiens localement avancés ou métastatiques. Et là par contre, donc certains étaient, la majorité c'était sporadique. L'état général doit être correct, on parle de statut ECOG. Dans cette étude, ce qui était dommage, c'est que les critères de progression de la maladie n'étaient pas requis. Or, je viens de vous expliquer, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et toutes les études qui ont été bâties après d'ailleurs avaient le critère de progression requis au préalable. Qu'est-ce qu'on observe? On observe des taux de réponse de l'ordre de 45%, donc ça c'est des effets de réponse tumorale. Majoritairement, il faut savoir qu'avec cette thérapie ciblée, c'est une stabilisation de la maladie qu'on obtient à peu près 87% des cas. Vous voyez, par rapport au placebo, il n'y a pas de discussion. L'efficacité ici se mesure souvent sur la survie sans progression, et effectivement, on a une survie sans progression qui passe de 30 à 19 mois, avec des réponses biologiques, la calcitonie, vous voyez, qui diminue de manière significative, la CE également. Alors si on exprime ça sur la courbe, vous voyez donc la différence significative par rapport au placebo de la survie sans progression avec le vendétanib. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau d'effectifs, au niveau de la population? Il n'y a rien qui ressort particulier, notamment ce qui était intéressant, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de différence de prescription, enfin d'efficacité d'après cette étude, si le vendétanib est prescrit en première ou deuxième ou troisième ligne. Il n'y a rien qui ressort de manière évidente. Alors l'idée c'était également de voir si le fait d'avoir une mutation de RET, ça pouvait apporter un bénéfice, ou en tout cas des patients étaient plus répondeurs. Alors, on n'a pas vraiment de différence entre les patients qui avaient une mutation de RET somatique et une mutation de RET germinale. Ensuite, est-ce que les patients qui ont une mutation de RET somatique répondent mieux que les autres? On aurait tendance à le croire, mais ici, en fait, on ne peut pas vraiment l'évaluer parce que la proportion de patients qui étaient négatifs était très faible et en fait, la majorité des patients, ça n'avait pas été testé. Alors, si on compare négatif et inconnu versus positif, on a peut-être un peu l'impression que cette molécule vendétanib marcherait peut-être mieux sur les patients mutés. Là,
ça illustre ce qui se passe pour les thérapies ciblées également, c'est que pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de bénéfice sur la survie globale de cette molécule. Deuxième molécule importante, c'est le carbozantinib, ce qu'on appelait l'XS 184. C'est également une étude de phase 3, donc carbozantinib versus placebo. Pas par contre de crossover. Et là, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est effectivement qu'on avait le critère de progression requis. Donc c'est quand même des patients qui étaient donc plus agressifs. Donc, déjà une population plus grave. Donc ils étaient également en deuxième ligne, tous les patients étaient supérieurs à une deuxième ligne. Donc là aussi, ce sont des patients qui étaient en échec thérapeutique de chimio ou bien de première ligne de vandetanib, donc des patients a priori plus graves. Et là, on a quand même également des taux de réponse qui sont importants pour cette population particulière, et également là une survie sans progression qui est triplée, vous voyez, 11 mois versus 4 mois pour le placebo, donc qui est parfaitement illustré sur cette courbe-là, et là encore, pas de différence sur la survie globale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le carbozantinib en plus? C'est qu'il y avait de manière intéressante, et c'est la seule thérapie ciblée à cet effet qui montre ça, qu'il y avait une bonne relation entre la diminution des valeurs de calcitonine, qu'on voit ici, et la réponse RECIST. Donc le placebo c'est en jaune et le médicament c'est en bleu. Et donc on avait une corrélation entre la réponse RECIST et la diminution de la calcitonine à 12 semaines de traitement, ce qui est intéressant. Parce que peut-être ça va nous permettre de dire que ça ne sert à rien de continuer ce traitement-là si effectivement les patients ne sont pas répondeurs. Et ça, c'est ce qui nous manque aussi beaucoup. Alors, même chose, est-ce qu'il y a une différence d'efficacité en fonction du statut RET, ce qu'on pourrait penser à la base? Ben non, en fin de compte, il y a effectivement les mêmes courbes que vous observez ici, que ce soit une maladie héréditaire ou sporadique. Et là encore, que les patients aient une mutation ou que sa station mutationnelle ne soit pas connue, on a également la prolongation de la survie sans progression chez ces deux groupes de patients. Alors là, je vous ai mis de manière synthétique ces deux études, les deux principales en fait qu'il faut retenir, donc le vandetanib et le carbozantinib. Les seules différences entre les deux, vous voyez, donc c'est la progression dans l'un cas ou l'autre, supérieure à 2 lignes de traitement, donc des patients plus agressifs. Et voilà les chiffres cette fois-ci qu'on peut comparer de manière nette. Vous le voyez, avec des survies sans progression qui sont effectivement plus basses d'un côté, parce que c'était quand même des patients plus graves. Et récemment, dans le groupe du vandetanib, il y avait quand même une partie de la population qui n'aurait pas dû bénéficier de traitement, donc ce qui fausse un petit peu les statistiques. Ensuite, de nouvelles molécules arrivent. Le lenvatinib, qui est bien connu de ceux qui font du cancer thyroïdien différencié en thérapie ciblée, et qui a été également testé. Alors là, on n'est plus sur les mêmes effectifs, vous voyez, 59 patients. On a la critère de progression, c'est supérieur à une première ligne, mais on peut le mettre aussi en première ligne. Et là, on a à peu près les mêmes chiffres, donc sur des réponses de l'ordre de 36%, des stabilisations tumorales. Là, le statut RET n'apparaît pas influencé non plus. Je vais passer plus vite parce que c'est quand même des médicaments de deuxième intention. Le sunitinib, là, c'était des phases 2, donc 23 patients d'un côté, 15 patients de l'autre, patients progressifs. Là aussi, des stabilisations de l'ordre de 35%, 33% dans ce cas-là, des réponses tumorales et majoritairement des stabilisations. Mais là, vous voyez, on est quand même sur déjà des plus petits effectifs. Et le protocole de sunitinib, à cette époque-là, était le 50 mg 4 semaines sur 6, ce qui n'est plus le cas actuellement quand on le prescrit. Enfin, le pazopanib, une drogue de plus en plus intéressante, y compris dans les tumeurs neuroendocrines digestives. Là, 35 patients, il est actuellement dans un essai pour le cancer différencié thyroïdien. Première ou deuxième ligne également, vous voyez. Et pareil, des taux de stabilisation tumorale. Et là, on ne peut pas aller plus loin par rapport à la survie. Et enfin, le petit dernier, alors l'éverolimus, donc là, qui viennent d'être évalués. Bon, là, on est sur 7 patients, donc on ne peut pas vraiment dire grand-chose. Alors, on a de jolis chiffres, avec de belles réponses, de 71% des stabilisations. Il y a un petit peu tôt pour pouvoir conclure, et je vous ai mis qu'il y a quand même des toxicités de grade 3 qui font complètement réfléchir sur ce médicament. Je pense qu'il va falloir travailler un petit peu avant de le mettre dans l'arsenal des cancers thyroïdiens médulaires. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant à notre disposition? Qu'est-ce que vous avez? On a le vandetanib, et c'est un médicament qui est à l'AMM depuis février 2012, qui s'appelle le Caprelsa, qui est prescrit à 300 mg par jour. Alors, voilà ce qu'on voit quand on a la notice du Caprelsa, d'accord? Donc, ce qui montre, et vous voit, bon, en rouge, on va dire c'est génial, mais on a quand même des risques de mort subite. Donc, c'est pas anodin de prescrire du vandetanib, et c'est bien marqué dans la notice, et c'est bien marqué dans la petite carte qu'on remet aux patients pour la surveillance. Alors, ça veut dire quoi? Il y a quand même 2 morts subites, il y a des allongements du QTC, 8% des cas, qui sont susceptibles de faire des trucs du rythme cardiaque.
Et vous voyez, on a quand même des réductions posologiques qui sont obligatoires dans 30% des cas pour permettre une qualité de vie correcte. Donc c'est pas rien. D'ailleurs, les toxicités, je vous les ai mis là. Vous le voyez, la majorité, donc les diarrhées, c'est quasiment constant dans quasiment toutes les thérapies ciblées, enfin les principales qu'on prescrit, la fatigue. Et la fatigue, c'est quelque chose de dramatique chez ces gens. Ils vont bien, le cancer médulaire, la thyroïde métastatique. Hein. Ils vont très bien. Le jour où vous les mettez sous traitement, ils ne vont pas bien du tout. Ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à se lever, ils n'arrivent plus à bouger. Et ça, c'est vraiment des motifs d'arrêt du traitement ou de défaut de compliance. Et ensuite, on ne sait plus ce qu'on fait. À partir du moment où la dose n'est pas prescrite, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc c'est important. Deuxièmement, l'hypertension artérielle, ça se traite. Les hypothyroïdies, ça se traite, c'est pas très grave. Par contre, l'anorexie, l'amaigrissement, la stomatite et la diarrhée, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses qui conduisent à la dénutrition. Ce sont souvent des patients âgés et on peut arriver à des situations cataclysmiques très rapidement, ne serait-ce que la conjonction de ces trois éléments-là. Donc vraiment beaucoup de prudence dans la prescription de ces traitements et vraiment peser les bonnes indications. Alors, petite chose aussi à savoir, attention à l'interprétation des marqueurs tumoraux sous thérapie ciblée. Le carbonantini est le seul pour l'instant pour lequel on a un rapport entre la réponse de la calcitonine et la réponse réciste, pour l'instant. Par contre, pour les autres TKI, aucune relation n'a été démontrée. Et les taux de calcitonine fluctuent. Donc, ne pas interpréter une baisse de la calcitonine comme c'est super, ça marche, surtout que le patient, à un moment donné, ça va revenir, ça va remonter, et là, il va être complètement, il va être dans un état second. Les marqueurs remontent, c'est que ma maladie progresse, ce qui n'est pas vrai. Et vous le voyez dans ce travail qui avait été fait sur 36 patients, au début, 77% de chute de la calcitonine, tout va très bien, et ensuite, ça remonte, et on avait des pics qui étaient supérieurs à la calcitonine initiale au moment du suivi. Et ça, c'est très perturbant pour les patients, donc il faut vraiment leur expliquer, et soi-même d'ailleurs ne pas tenir compte de ces taux de calcitonine qu'on regarde et qu'on interprète pas plus que ça, et en tout cas, il n'y a pas de corrélation avec la réponse récite dans la majorité des cas. Donc un point important à faire, parce qu'ils viennent tous avec leur taux de calcitonine, il faut savoir leur expliquer. Qu'est-ce qu'on doit retirer de toutes ces thérapies ciblées, là, dans toutes ces phases 3? C'est des outils merveilleux, c'est des médicaments merveilleux. Il n'y a quand même toujours pas de bénéfice sur la survie globale qui a été démontré. Il y a une relative faible réponse tumorale. Hein. Vous voyez, c'est plutôt des stabilisations de la maladie métastatique, mais ça, c'est l'habitude qu'on a dans toutes les tumeurs, dans toutes les thérapies ciblées, les tumeurs neuroendocrines. Il faut regarder les effectifs. Donc, vous avez vu qu'il n'y a que 2 études qui ont plus de 300 patients. Les autres, on est sur des petits effectifs. La relecture en imagerie centralisée n'est pas faite partout, donc quelquefois, donc on peut discuter de savoir si effectivement il y a des vraies réponses. Le critère de progression n'est pas toujours requis, vous avez vu, et ce n'est pas les mêmes patients qu'on a. Si on prend des gens stables, ce n'est pas les mêmes que ceux qui progressent très vite. Certains ont des fois des délais de début de traitement qui commencent 2 mois après l'entrée dans les suites, donc là aussi, ce n'est pas cohérent. Et surtout, la durée de stabilisation de la maladie n'est souvent pas précisée. Donc là, il faut quand même avoir cette œil critique. Ensuite, il n'y a pas de comparaison entre les divers TKI, il n'y a pas d'études comparatives. Et enfin, c'est toujours la problématique des tumeurs neuroendocrines. Est-ce que les critères RECIST qu'on utilise sont adaptés? Et c'est vrai que c'est une question pour laquelle on n'est pas convaincu que ce soit tout à fait le bon paramètre pour évaluer le bénéfice. Alors, les thérapies ciblées, les manier oui, à bon escient et avec prudence, qui sont à réserver aux cancers médulaires métastatiques, progressifs, évolutivité rapide, forte masse tumorale encore plus, après avis de la RCP de recours en général, ou d'une RCP nationale si vous le souhaitez. On fait attention aux toxicités et surtout, donc là je rejoins M. Bringer, le patient doit être évalué dans sa globalité, c'est-à-dire on fait un bilan préalable avec toutes les comorbidités, on fait des bilans d'ocogériatrie, on fait un bilan cardiologique poussé, surtout quand on va donner du vendétanib. Ensuite, les effets secondaires, ça se prévient, les traitements préventifs systématiques, moi ils partent déjà avec l'ordonnance avant d'avoir commencé le traitement, et ça marche pas mal. Il faut monitorer ces effets-là, il faut revoir les patients à 15 jours de traitement, à 1 mois de traitement et tous les mois pendant certains délais. Ensuite, on peut se permettre un peu d'espacer parce que les effets secondaires apparaissent à peu près dans les 3 mois. Et surtout, ne pas hésiter à vraiment traiter ces toxicités pour éviter les défauts de compliance et ensuite effectivement le manque d'efficacité. Après, le problème des thérapies ciblées, mais c'est vrai pour tous les tumeurs, on sait quand on commence, c'est pour ça qu'il ne faut pas commencer n'importe quand, on ne sait pas quand on arrête, et ça peut durer des années. Deuxièmement, les fenêtres thérapeutiques, qu'est-ce qu'il faut en faire, est-ce qu'il ne faut pas en faire? Je pense que c'est une question auquel il va falloir se poser et peut-être commencer à essayer. Alors voilà ce que vous avez comme médicament à votre disposition. C'est une première ligne, bien sûr. La chimiothérapie doit maintenant être réservée, sauf cas particulier, en deuxième intention.
Les essais cliniques, si possible. Il y en a un qui est ouvert en ce moment, c'est de l'ORTC, qui est un petit peu compliqué. Sinon, vous avez le vendétanique et l'AMM. Pour le carbozantinib, donc il y a l'ATU, mais bon, un peu difficile à avoir, mais a priori il est disponible. Et ensuite, sur des troisièmes lignes, quand on est en échec thérapeutique sur les 2 premières thérapies ciblées, là ça devient compliqué. Là, on peut avoir du Sutent, du Votrian, qui est le carbozantinib avec son mot générique, qui est presque dans d'autres cancers, sur décision de RCP, hors AMM, et peut-être les autres qui vont venir à ce moment-là. Voilà, je vous remercie. Alors pour la discussion, j'avais repéré ce qui avait été répondu, donc maintenant je pense qu'il n'y aura pas de souci pour répondre à tout ça. Il y avait juste quelque chose, voilà, je voulais revenir là-dessus. Le cancer médulaire dans le bilan d'extension, le PET-scan, ce n'est pas l'examen de référence. Ça peut être un plus. Quand il est dédifférencié, oui, ça apporte un élément de plus, mais c'est quand même des bilans d'extension d'imagerie conventionnelle, et notamment, il ne faut jamais oublier l'IRM hépatique. C'est le meilleur moyen de diagnostiquer des métastases hépatiques. Donc, et un scanner cervico-thoracique. C'est là-dessus qu'on va suivre. Ce n'est pas sur les réponses métaboliques qui ne sont pas validées. Hein. Voilà, ça c'était un élément sur lequel je voulais insister. Merci beaucoup. Des questions? Ah oui, pardon. À quel rythme vous faites la surveillance d'imagerie pour déterminer si c'est progressif ou pas? Alors, en fait, on va au début, quand on ne connaît pas c'est quand c'est le premier cas de diagnostic initial, et qu'on n'a pas de notion de cette pente évolutive de la maladie, on va faire de l'imagerie à 4 mois. Tous les 4 mois. Mais on va après se fier sur la calcitonie. Il y a souvent quand même une bonne corrélation entre les deux. Mais au début, tous les 4 mois, et ensuite, si il ne se passe pas grand-chose, ça peut être tous les 6 mois, et après, ça peut être tous les années. Moi, j'ai des patients que je suis depuis 10 ans qui ne bougent pas depuis 10 ans. Alors, c'est vrai que la calcitonie nous aide. Hein. Par contre, on ne traite pas sur la calcitonie. Je pense qu'il faut... La calcitonie est un très bon outil, notamment quand elle double rapidement. Si vous avez un temps de doublement inférieur à 2 ans, c'est qu'il va se passer quelque chose. Ça ne se passe pas forcément tout de suite, mais ça veut dire qu'il va se passer quelque chose, et à un moment donné, l'imagerie va progresser. Donc peut-être être très vigilant sur cette frange de patients, et ça a été montré, qui va bouger sa calcitonie très vite, ou l'ACE va monter très vite. Là, ça voudra dire qu'à un moment donné, de toute façon, ils auront besoin d'un traitement plus rapidement, et ceux-là justifieront peut-être un suivi plus précis. Est-ce que du coup, c'est un facteur prédictif de réponse, un comportement particulier? Est-ce que ça peut prédire une sensibilité à un traitement particulier? Non, ce n'est pas démontré aujourd'hui. Il n'y a pas non plus biologiquement de marqueurs prédictifs? Non, tout ce qu'on peut dire, c'est que alors, les patients qui montent l'ACE, par exemple, et qui diminuent leur calcitonie, ça c'est mauvais pronostic hein, en général. C'est souvent de la dédifférenciation tumorale, et souvent ils se fixent en TEP scan, ceux-là, et ils ont une évolutivité morphologique. Là, oui. Mais sinon, on a des patients qui montent leur calcitonie, l'imagerie malgré tout reste négative, on a du mal. Alors, il ne faut pas hésiter. Hein. Je veux dire, un patient qui monte sa calcitonie, sur lequel l'imagerie standard ne montre rien, il faut faire des IRM osseuses, il faut faire des IRM hépatiques, il faut vraiment aller chercher les lésions. Mais quand bien même, on ne traite pas malgré tout des choses qu'on ne voit pas et des petites images. La notion de pente évolutive morphologique est capitale. Je pense que Dana, qui fait partie d'une équipe connue à l'IGR, vont raisonner, je suppose, un peu comme ça aussi. C'est pas un dédoublement qui fait un petit peu... Voilà, qui fait exciter ou qu'on rend un petit peu plus vigilant. Voilà, tout à fait. Il y a un seul nombre de TCT à partir duquel on commence à avoir des images très longues sur les coordonnées des patients qui augmentent progressivement la TCT. Et on leur impose un bilan qui est quand même assez haut, parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a une complet parfois des textes. Les bilans d'imagerie qui sont quand même assez lourds, qui maintiennent les patients dans leur maladie. Est-ce qu'il y a un seuil de TCT à partir duquel on peut savoir qu'il va y avoir des images retrouvées? C'est que le doublement que... Alors, il y a un seuil de TCT qui a été montré depuis plusieurs années. Alors, c'était 150, 200... alors, il y a un bilan initial. En patient qu'on suit qui va monter sa TCT, on ne verra pas grand-chose jusqu'à des valeurs de 100, 150 PGML de calcitonie, 200 même, souvent. Et souvent, le bilan reste négatif dans ces valeurs-là. Ensuite, donc c'est vrai qu'au-dessous de ce seuil-là, moi je pense que c'est bien d'avoir un bon bilan d'imagerie une fois,
Et après, quand on reste dans ces valeurs-là et qu'on n'a rien vu, c'est pas la peine de le répéter toutes les années, clairement, hein. Sinon ça devient infernal. Maintenant, si on a quelqu'un qui a 100, et donc il va faire, effectivement, ça va monter 100, 200, 250, à un moment donné, il se passe quelque chose, on peut renouveler le bilan d'imagerie, peut-être 2 ans après, dire qu'on va refaire un peu le point, ou bien par contre, si effectivement les choses s'accélèrent. Mais moi, je fais un bilan initial, question d'être bien bétonné, et après, je ne le répète pas forcément, hein. Mais au-dessous de 200, c'est habituel de rien voir. Et moi, j'ai des groupes de patients, ils ont 2000, 3000 de calcitonin, et je vous garantis que je cherchais partout, et il y a un bilan morphologique négatif. Et ça, c'est très difficile pour eux, hein, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on ne fait rien. Alors qu'ils voient leur taux de calcitonin qui monte. Alors, le DEPA-LEVDOPA, le problème de ces imageries précises, c'est que quand on a un patient métastatique, avec qu'on voit les lésions, bon, effectivement, on les voit, il n'y a plus d'intérêt à faire des TEP-DOPA, des choses comme ça, parce que voir une métastase de plus, ça n'apporte rien, il faut être clair. Alors ensuite, sur un patient, effectivement, qui a une calcitonine, on va dire, à 300, bilan d'extension classique et négatif, je pense que ça peut être intéressant, parce que ça peut montrer peut-être des lésions qu'on peut traiter. Mais il ne faut pas en attendre beaucoup, c'est souvent des milliards. Bon, et on ne fera rien de toute façon non plus. Donc il faut faire attention à ne pas multiplier tous ces examens qui, en pratique, n'apportent rien sur un plan de prise en charge. C'est un peu la même chose que la génétique tout à l'heure. Hein. C'est bien beau de dire vous avez une mutation, mais si on peut rien vous proposer derrière, ça ne sert à rien. Donc voilà, il ne faut pas non plus faire trop d'imagerie fonctionnelle. On a du mal à gérer après. La question c'est sur la survie globale. Comme dans pas mal de thérapies ciblées, on est très content de voir un résultat très significatif en survie sans récidive et pas encore au point dans la survie globale. Est-ce que d'après toi c'est un défaut de puissance